Azul Flawen, salut à tous, bienvenue sur cette troisième leçon du cours traitement thermique des aciers. Donc cette vidéo est une suite de la vidéo précédente. On s'est arrêté à la définition de la ferrite, appelée aussi le fer alpha, qui est dans la structure cubique centrée. Alors n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, on va voir l'austenite. Donc, la configuration d'austenite peut contenir plus grande quantité de carbone, jusqu'à 2,12% au maximum, dissous dans le fer cubique à face centrée. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le réseau cubique à face centrée du fer lorsqu'il est porté à très haute température. J'ai mis ici 2 atomes de carbone pour montrer que le fer est capable de dissoudre plus de carbone que le réseau cubique centré, qui est une structure molle, plus molle que la ferrite. Ce que vous voyez ici, c'est un atome de carbone qui est inséré dans un site octaédrique du réseau cubique à face centrée du fer. Donc, le réseau cubique à face centrée génère un site octaédrique au centre du cube, délimité par les 6 atomes placés au centre des 6 faces. Le site octaédrique, qui est représenté en rose, est délimité par 6 atomes qui sont positionnés au centre des 6 faces du cube. Lorsqu'on empile ensemble les 6 atomes qui sont en contact les unes avec les autres, au centre, on génère un espacement et il pourrait y avoir un atome de carbone qui peut être capable de se loger. Ce qui est important à retenir, c'est que lorsque les atomes de fer sont empilés en cubique à face centrée, ça génère un site au centre de la boîte et le site, il est plus grand que le diamètre de l'atome de carbone. Donc, le diamètre de l'atome, il est plus petit que la taille du site octaédrique. Contrairement au réseau cubique centré, pour lesquels le site octaédrique est légèrement petit que le diamètre de l'atome de carbone. Ici, on a la situation inverse. C'est la raison pour laquelle la solubilité du carbone dans l'austenite est beaucoup plus élevée que dans la ferrite, car le carbone n'a pas à pousser les atomes de fer autour de lui pour demeurer en place et ainsi déformer le réseau. Donc, c'est beaucoup plus facile à l'atome de carbone de se loger dans le site octaédrique du réseau cubique à face centrée que dans les sites octaédriques du réseau cubique centré. C'est ce qui explique la plus grande solubilité dans l'austenite. Quelques autres informations concernant l'austenite. Dans le cubique à face centrée, stable, à haute température, avec une solubilité de carbone jusqu'à 2,12% à 1147 degrés Celsius, où on va atteindre cette limite maximum autour de 2,12% de carbone. Donc, c'est une phase qu'on retrouve dans l'acier. On la retrouve à l'ambiance, alliée dans tous les aciers chauffés. Dans la zone d'austinisation, pas à l'ambiance mais chauffée. Donc on peut toujours réussir à apparaître de l'austenite, sauf exception, et la température de l'austenite dépend de la composition chimique ou de la présence d'autres éléments d'alliage. À l'ambiance et en dessous dans les aciers fortement alliés, par exemple, enfin certains aciers fortement alliés, comme les aciers Hatfield. Il y a aussi l'austenite résiduelle présente après la trempe dans les aciers qu'on va expliquer dans les prochaines vidéos. Cette structure dans les aciers Hatfield, l'austenite est ductile et non magnétique. Donc elle est moyennement résistante et de dureté de 30 HFC à cause de l'ajout de 18% du chrome et de 8% de nickel dans les inox, par exemple. Donc lorsque l'acier est à l'état austénitique, il a une grande résistance au choc à basse température que le réseau cubique centré. Lorsqu'on fait une métallographie sur un acier contenant des grains uniquement austénitiques, on va voir à peu près la même chose que lorsqu'on regarde un acier qui est construit uniquement des grains ferritiques. Donc, on va voir des grains gris délimités par des joints de grains. En métallographie au niveau couleur, il n'y
y a pas vraiment une grande différence entre la ferrite et l'austenite. Voilà. Donc, on va passer à la cémentite. La cémentite, qui est le nom qu'on donne au carbone de fer, Fe3C. Lorsque vous faites côtoyer ensemble des atomes de fer et de carbone, ces deux aciers sont incités à former ensemble des liaisons covalentes. Et ce pour finalement répondre à des lois de chimie qui veut que les atomes tentent de compléter leur dernière couche électronique. Donc ce qui les incite finalement de faire des réactions chimiques avec d'autres éléments et donc former ce qu'on appelle des molécules. Donc, dans l'acier, il y a une forte tendance à ce que le fer et le carbone puissent réagir chimiquement ensemble, partager des électrons et créer des liens assez solides pour former ce qu'on appelle des carbures de fer. Donc, dans certaines situations, elle est capable de se dissoudre dans des sites. On a vu que dans l'austenite, est capable de dissoudre ou d'accepter du carbone dans les sites octaédriques d'une quantité très importante, ce qu'elle n'est pas capable de faire la ferrite. Donc la ferrite est capable d'accepter une quantité très très limitée de carbone dans les sites octaédriques. L'austenite contient une certaine quantité de carbone qui dépasse largement la quantité que la ferrite est capable d'accepter. Donc, que va devenir le carbone restant, qui peut être des fois représenté avec une très forte majorité? C'est là que le carbone va réagir avec trois atomes de fer à côté de lui et faire un lien chimique. Donc voici l'atome de carbone qui va faire un lien chimique avec trois atomes de fer. Ce n'est pas une insertion, bien sûr, c'est une réaction chimique. Donc là, on peut plus parler de mise en solution ou du carbone inséré dans la matrice métallique. On va parler vraiment d'une molécule qui est mélangée à la matrice de fer. Donc ces molécules de carbone, de fer, vont s'associer entre elles, qui va faire des réseaux de carbures de fer. Et on va appeler ça de la cémentite. La molécule de cémentite est constituée de trois atomes de fer, comme vous le voyez sur cette image, et d'un atome de carbone. La formule chimique étant donc Fe3C. Et là, j'ai représenté ici à quoi ressemblerait une molécule de carbure de fer. Comme vous voyez ici, trois atomes de fer avec un atome de carbone, représenté en rouge. C'est donc une molécule en forme de pyramide à base triangle. Le carbone est peu soluble dans la ferrite. Comme on l'a déjà dit, le maximum est de 0,008%. À la température ambiante, la très forte majorité du carbone, on s'imagine si on pense à un carbone qui a 1,4%, vous imaginez la différence de 0,08% à 1,4% de carbone, et cela veut dire que la forte majorité du carbone va participer à faire du carbure de fer. La métallographie que vous voyez sur l'écran, c'est une métallographie qui a une certaine présence de carbure de fer. Il est évident dans certains aciers à forte teneur en carbone, ce qu'on appelle les aciers hypereutectoïdes, la cémentite est plus large et elle a tendance à se former dans les joints de grains de l'acier. Donc on voit ici sur l'image un réseau linéaire plein comme des chemins qui passent à travers un grain de perlite. Et ça, c'est un réseau de cémentite qui se forme généralement en joint de grains, comme je l'ai représenté sur cette image. C'est de cette façon-là qu'on peut être capable de mettre en évidence la cémentite dans l'acier. Donc la cémentite est une phase d'équilibre de l'acier. Elle apparaît facilement quand l'acier est refroidi lentement à partir d'une haute température
en l'occurrence à partir de l'austenite. Ce qu'il faut retenir que la cémentite est un carbure beaucoup plus dur que le réseau métallique, que ce soit l'austenite ou la ferrite, de dureté très élevée qui peut atteindre une dureté de 1200 HV. Par contre, le fait que les carbures de fer sont des liens chimiques directionnels qui ne permettent aucun déplacement d'atomes les uns par rapport aux autres. Contrairement au réseau métallique, ça fait que la résistance au choc elle est vraiment très faible. Donc c'est très dur le carbure de fer, mais pas du tout ductile. C'est fragile. On passe maintenant à la perlite. Lorsqu'il y a suffisamment de carbone dans l'acier, qu'il faut au moins dépasser les 0,008% de carbone pour commencer à l'apercevoir dans la métallographie, donc le carbure de fer et la ferrite dans l'acier se retrouvent mélangés ensemble dans certains grains sous forme de couches superposées, ou communément appelées aussi des lamelles. Donc le mélange ferrite-cémentite en couches superposées, ça s'appelle de la perlite. Vous voyez une métallographie où on voit la présence de perlite, on la distingue très bien parce que ça ressemble à des rayures de zèbre, comme vous le voyez sur cette image. On voit une succession de zones foncées. Donc la perlite a une résistance moyenne plus élevée que la ferrite pure ou l'austenite pure, mais plus faible que la cémentite seule. Donc le mélange ferrite-cémentite offre une résistance mécanique entre les deux. Et plus l'acier contient du carbone, plus la perlite est présente dans l'acier, une dureté moyenne aussi. En résumé, les phases à l'équilibre de l'acier sont la ferrite, petite quantité de carbone de 0,008% de carbone dissous dans le fer cubique centré, la structure la plus molle. Ensuite, il y a l'austenite, quantité de carbone qui peut aller jusqu'à 2,12% maximum de carbone, donc beaucoup plus importante que la ferrite dissous dans le fer gamma cubique à face centrée. J'ai mis plus d'atomes de carbone pour illustrer le fait que l'austenite est capable de contenir plus que la ferrite en solution solide d'insertion. Donc, l'autre phase d'équilibre qui est la cémentite, une molécule de fer et de carbone. C'est la structure la plus dure dans l'acier. Donc, finalement, la perlite, qui est le mélange de ferrite et de cémentite en lamelles. Je termine cette vidéo avec ce résumé. Alors, souvenez-vous de la ferrite, austenite, cémentite, perlite. Je vous dis à très bientôt.